Édition spéciale sur les visites du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Canada et en Belgique. Le président Guillaume Soro est à Québec au Canada sur invitation officielle pour représenter la Côte d'Ivoire à la 127e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le président Guillaume Soro a saisi cette occasion pour rencontrer les Ivoiriens de la diaspora dans ce pays. Cette volonté du président Soro s'est vite manifestée en actes et a eu un écho favorable. Les Ivoiriens de la diaspora au Canada ont répondu présents à l'appel. Monsieur Ngoran Kwame, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, a été le premier, selon le protocole, à prendre la parole. Il a souhaité la bienvenue à son illustre hôte et à sa délégation. Il s'est félicité de sa présence au Canada. Il a également salué les qualités et mérites de monsieur Guillaume Soro. Monsieur le Président, Fota Mana. Vous avez accepté d'effectuer ce long déplacement pour venir représenter notre pays à la 127e session de l'Union interparlementaire dont les travaux se sont tenus du 21 au 26 octobre 2012 à Québec. Je me félicite de votre présence effective à cette session de l'UIP, présence qui participe au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial, vœu cher au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort dans ce cadre, avec son bâton de pèlerin de la paix et du développement à travers le monde, pour redorer l'image gravement entachée à l'extérieur de notre pays, à la suite de la grave crise de son histoire récente. Vous êtes un homme profondément attaché au dialogue, à la défense de la démocratie et à la paix, privilégiant toujours, avant toute considération, l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus, Monsieur le Président, pour certains de très loin, vous voir et vous écouter. Écoutez votre message, le message de la terre d'espérance, comme le dit si bien notre hymne national. Homme au parler franc et direct, vous l'êtes. Homme de conviction, vous l'êtes également. Homme ayant le courage de se dire de ses opinions et n'esquivant pas les débats, vous l'êtes enfin. Je me réjouis donc, à l'avance, de ce que nos compatriotes seront largement édifiés au terme de cette rencontre de famille, avec une des voix les plus autorisées, amplement édifiés donc sur les questions d'intérêt national. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada a ensuite passé le témoin à M. Léonce Adiko, porte-parole de la diaspora. Monsieur le Président, les technologies de l'information et de la communication font de la plupart de nous, communauté de la diaspora ivoirienne, des spectateurs à la limite du voyeurisme, plus souvent impuissants devant les drames que vit la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, la communauté ivoirienne au Canada est toute ouïe et aimerait vous entendre dans un langage franc et de vérité pour lui dire où va la Côte d'Ivoire de nos pères fondateurs et quelles sont les perspectives d'un avenir radieux pour le peuple ivoirien. Dernière intervention, celle de M. Guillaume Soro. Le président Guillaume Kibafori Soro a situé le cadre de sa visite au Canada. Pour lui, l'occasion est excellente pour nouer des contacts. Aux Ivoiriens de la diaspora venus nombreux à cette rencontre, le président leur a donné les nouvelles du pays dans un langage franc et sans tabou. Il a lancé un appel à la diaspora afin que ceux-ci participent effectivement à la question des projets de loi. Chers amis, chers frères, je suis ici au Canada, à Montréal, ce jour, parce que j'ai été invité à prendre part à la 27e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Évidemment, ça a été l'occasion pour moi de nouer des contacts. Nous sommes donc nouveaux, jeunes, et c'est pour ça que nous sommes aussi dociles, prêts à apprendre le métier. Ça a été l'occasion pour nous de faire des rencontres importantes. D'abord avec le président du Sénat canadien, avec qui nous avons longuement parlé. Nous avons rencontré le président du Parlement du Québec, M. Jacques Chagnon. C'était plutôt chaleureux cette rencontre parce que M. Jacques connaît bien la Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré aussi le ministre des Relations internationales, la francophonie et du commerce international du Québec, M.
Jean-François Lisée, avec qui nous avons parlé de notre pays. Voici, chers amis, très rapidement et de façon succincte, ce que je pouvais dire de mon séjour au Canada. Alors, comment être au Canada et ne pas rencontrer les Ivoiriens qui y sont? Je dois dire tout de suite, satisfait de la mobilisation que j'observe et surtout de la grande disponibilité des Ivoiriens au Canada. Je vous dis merci d'être venus aujourd'hui. Si les Ivoiriens sont venus nombreux, c'est aussi pour que je puisse leur donner les nouvelles bien fraîches de la Côte d'Ivoire. La vie d'une nation est parsemée quelquefois par des événements inattendus. Mais que le plus important, c'est de savoir tenir le cap et avancer. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la vision du leadership ivoirien. Où voulons-nous aller et que voulons-nous faire de notre pays? Mais ces questions ne doivent pas se poser simplement aux dirigeants, mais aussi aux citoyens que vous êtes, que nous sommes. Parce que c'est ensemble que nous devons conjuguer nos efforts pour hisser notre pays au sommet du développement. C'est pourquoi vous me permettrez de parler sans tabou de ce que nous avons connu dans notre pays. Au plan politique, vous le savez, la Côte d'Ivoire a malheureusement encore connu une crise post-électorale que nous aurions pu éviter en 2010. Et je le dis, nous aurions pu éviter cette crise tant nous nous étions investis pour faire en sorte que l'élection de 2010 soit une élection irréprochable. J'insiste là-dessus parce que j'ai vécu cette élection. Parce que personne ne nous a obligés à organiser l'élection de 2010. Personne. Et je dis que personne ne nous a obligés parce que moi j'ai participé à toutes les négociations en Côte d'Ivoire politique. Parce que vous savez, à l'époque, on avait ce qu'on appelait le groupe des 5 grands. C'était au temps de Bani, il y avait le groupe des 5 grands qu'on appelait, qui était appelé à discuter. Il y avait le président Bédié, le président Alassane, le président Gbagbo, le premier ministre Bani et moi-même, à l'époque du groupe de travail international. Nous faisions des réunions pour trouver les solutions. Et si vous vous souvenez, quand nous avons fait les négociations de Lomé, de Paris, de Pretoria, l'ancien président disait « c'est l'Occident qui veut nous imposer des accords, je ne suis pas d'accord avec ça ». Et c'est lui-même librement qui s'est levé un matin, qui allait à Ouagadougou pour dire au président Compaoré « je veux faire un dialogue direct anti-ivoirien sans la présence de l'Occident ». Donc nous avons discuté directement sans intermédiaire. C'est pourquoi d'ailleurs, la médiation burkinabé, on ne les appelait pas médiateurs, on les appelait facilitateurs. Parce que nous voulions nous parler en dehors des Nations Unies, en dehors de l'Union africaine, nous voulions nous parler entre Ivoiriens. C'est ça le dialogue direct, inter-ivoirien. Avec un facilitateur qui était le voisin de la Côte d'Ivoire. Donc, que n'avons-nous discuté pendant des mois? Et on a même dit, nous ne voulons pas que la contrainte du temps nous amène dans la précipitation et nous fasse rater l'essentiel.
pour la sortie de crise. Donc nous avons discuté tranquillement. L'accord de Ouagadougou, regardez, prenez l'accord de Ouagadougou. Les signatures qui sont là-bas, il n'y a pas 10 000 signatures, il y a 3. Il n'y a pas d'Occident dedans, il n'y a personne, c'est nous-mêmes. Il y a la signature de l'ancien président, il y a ma signature et il y a à côté la signature du facilitateur. Donc, nous nous sommes mis d'accord sur 3 choses. 1. Qu'il fallait organiser une élection démocratique, transparente. 2. Qu'il fallait régler définitivement la question de la nationalité en Côte d'Ivoire et donner les pièces d'identité aux Ivoiriens, donc l'identification, le processus d'identification. Et puis troisièmement, qu'il fallait réunifier l'armée. Telles les 3 missions que nous avions discutées, convenues dans l'accord de Ouagadougou. Donc, j'ai été par la suite désigné et nommé Premier ministre en vue de mettre en œuvre cet accord. Et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, j'avais une boussole, c'était cet accord, j'avais des missions que je viens de vous indiquer. Et j'y ai travaillé. Nous avons, oui, c'est vrai, vous vous souvenez, j'avais dit à l'époque que je ne suis pas dans le fétichisme des dates. Et que ce qui m'intéressait, c'était de m'organiser pour amener les Ivoiriens aux élections en vue de restaurer la souveraineté du peuple ivoirien, à qui revient la responsabilité de désigner le président de la République. En réalité, voilà mon objectif. Et donc, nous nous sommes mis à la tâche. Nous avons travaillé pour la Côte d'Ivoire. Le tout était que les Ivoiriens puissent voter. Tous les textes électoraux, je les soumettais à toutes les parties. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. La commission électorale indépendante que nous avions mis en place, dirigée par Robert Mambé, et vous vous souviendrez, le 10 février 2010, quand l'ancien président a dissous la CEI et dissous le gouvernement, c'était un coup dur qui aurait pu emporter l'accord politique de Ouagadougou. Parce que c'était des moments que je veux évoquer. Quand le gouvernement a été dissous, la CEI dissoute, qu'est-ce qui se passait? C'est simple. L'opposition de l'époque, dans laquelle figurait Mme Sogona Bamba, M. Danouelo, ils ont dit, on va voir si Guillaume n'est pas vendu, il n'est pas un traître, il n'est pas acheté, parce que si Gbagbo a dissous la CEI et le gouvernement, logiquement, Guillaume doit démissionner. J'ai dit, je ne démissionne pas. Parce que ma mission n'est pas terminée. Dans la feuille de route de Ouagadougou, on m'a dit de faire l'élection. Et comme en février 2010, je n'avais pas fait l'élection, je considérais que ma mission n'était pas terminée. Mais je sais bien d'entre vous dans cette salle, on dit que Guillaume était acheté, vendu par Gbagbo. Et je sais bien, si certains ont le courage de leurs opinions, ils diront bien qu'ils m'ont accusé de trahison. J'ai entendu ça. Mais quand j'ai refusé de démissionner, ce n'est pas parce que j'aimais la primature. Si vous saviez ce que c'est que la primature à cette époque-là. Ce n'est pas parce que j'étais dans... Mais je voyais la Côte d'Ivoire aller à feu et à sang. On a dit, Guillaume a été acheté. Mais moi je savais que tant qu'on n'organisait pas l'élection et que les Ivoiriens désignaient leur président, la Côte d'Ivoire ne sortirait jamais de la crise. Ceux qui encore ont quelques, disons, même soupçons de doute sur l'élection, mais arrêtons, parce que cette élection a été transparente. Je dis bien transparente. Je veux bien qu'on continue d'organiser des élections en Côte d'Ivoire, mais celles que nous avons organisées en 2010, tous les éléments de cette élection ont été passés au peigne fin. Et je suis un témoin vivant de ça.
Et ma posture était claire. Je n'étais pas là pour faire gagner quelqu'un. J'étais là pour faire gagner le seul peuple souverain de Côte d'Ivoire. Qu'il choisisse son président. Et la Côte d'Ivoire a choisi, en tout cas en 2010, M. Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça, c'était important quand même que je revienne là-dessus. C'est pourquoi j'invite la diaspora ivoirienne. Ne croyez pas que c'est le gouvernement seulement qui doit envoyer les projets de loi à l'Assemblée. Mais si vous avez des idées, vous êtes dans ces pays, que vous voulez faire des propositions de loi, que vous voulez proposer le changement parce que vous y croyez, mais nous sommes à votre disposition. Envoyez-nous des projets sur l'environnement, sur le cadre de vie, sur l'économie. Nous attendons une plus grande participation des Ivoiriens partout où ils se trouvent. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens d'être unis, solidaires. Oui, nous avons mal, mais comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Les Ivoiriens venus nombreux se sont adressés au président Soro. Certains pour marquer leur admiration, d'autres pour faire des propositions de projets et des observations. Hier, quand mon fils est rentré du travail, il m'a amené un message pour me dire que le président Soro Guillaume venait à Montréal. Je lui ai dit, mon fils, bien que je ne sois pas en bonne santé, je tiens à aller à cette rencontre. C'est ainsi que je me trouve là aujourd'hui. Je voudrais soumettre à votre attention 2 projets novateurs. Le premier vise la création du fonds Ivoire Vivre Ensemble, qui a pour but de renforcer les piliers de la croissance, le développement harmonieux, durable et la redistribution équitable des richesses, seuls capables de venir à bout de la pauvreté et des tensions et inégalités dans le pays. Le deuxième vise la création du Fonds pour l'éducation, la recherche et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire pour aider la Côte d'Ivoire à prospérer dans une économie mondiale de plus en plus tributaire du savoir et de l'innovation. D'une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a pris acte et a donné des éléments de réponse. Monsieur le docteur, enseignant, je crois. Alors, je suis très intéressé par vos propositions. Donc, tout à l'heure, au cocktail, je pourrai parler avec vous et voir les modalités, comment nous pourrions faire en sorte de faire avancer ces dossiers. La cérémonie de rencontre s'est achevée par un cocktail. Après le Canada, le cap est mis sur la Belgique, où le président Guillaume Soro et sa délégation sont attendus pour une visite de travail et d'amitié. La visite a duré 72 heures. Pendant ces 72 heures, le président Guillaume Soro et sa délégation ont eu l'occasion de visiter le Sénat belge et d'avoir des échanges fructueux. Plusieurs protocoles d'accord de partenariat ont été signés, notamment avec la Chambre des représentants de Belgique, du Parlement européen, la Commission européenne et avec l'Assemblée interparlementaire ACP-UE. Les députés qui composent la délégation ont eu droit à une séance de travail avec le Parlement belge. Le séjour du président en terre bruxelloise a été aussi l'occasion de visiter la ville de Liège, d'échanger avec le recteur de l'université de Gembloux et le bourgmestre. Avec M. Xavier Donéa, président des relations extérieures du Parlement belge, le président Guillaume Kibafori Soro a animé une conférence largement appréciée par les parlementaires belges. Encore une autre occasion pour polir l'image de marque de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Manipulation. Si M. Gbagbo est condamné à 6 mois de prison à la CPI, après 6 mois, il reviendra en Côte d'Ivoire. Tranquille. Par contre, même si en Côte d'Ivoire, nous, notre justice, notre pauvre justice, jugeait M. Gbagbo et qu'il est condamné à 10 ans, on dira oui, le président a appelé le magistrat pour lui dire de donner 10 ans à M. Gbagbo. Donc, nous ne voulons pas nous ne voulons pas prendre de risque là-dessus. Il est à la CPI.
il plaira à ce pays de le juger en toute transparence. S'il a 6 mois, nous l'attendons en Côte d'Ivoire pour continuer la politique. S'il prend 10 ans, nous l'attendons en Côte d'Ivoire pour continuer la politique. Et notre justice est insoupçonnée de manipulation dans ce cadre. Donc, attention en Côte d'Ivoire. Évidemment, vous savez, la sécurité ou l'insécurité peuvent avoir plusieurs volets. Il peut y avoir l'insécurité psychologique. Par exemple, madame, vous êtes assis là, quand on vous parle de Rio de Janeiro, vous pensez que là-bas, tous les matins, il y a l'insécurité au Brésil. Quand on vous dit Washington, vous considérez qu'il n'y a pas d'insécurité. Quand on vous dit Montréal, vous pensez que c'est une ville très sécurisée. Je viens de dire tout à l'heure qu'à Montréal, il y a eu un parrain de la mafia qui a été tué hier. Amnesty a fait un bon rapport parce que bon, ça nous permet d'en parler aujourd'hui avec vous et de demander au gouvernement de continuer à faire des efforts pour protéger les